oui pour de bon. Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais je trouve que ça commence mal entre un président états-unien qui assassine au vu et au su de la planète entière sans que quiconque ou presque n'y trouve à redire. Un pays, que dis-je un pays, un continent qui continue à se consommer dans la quasi-indifférence mondiale. Un président de la République qui, à coup d'ordre, de contre-ordre, de pas à droite, puis de pas à droite, nous donne le tournis au point de ne plus savoir quoi penser de son projet de retraite tellement incompréhensible, si ce n'est d'exiger sa suppression immédiate de notre paysage quotidien. Oui, vraiment, je trouve que 2020 commence mal. Néanmoins, bonne année à tous. Il va falloir faire avec et sans doute rester combatif. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, réalisée et mise en onde par Tulipe. Ce soir, on parle de théâtre dans un instant avec Paul Moulin, metteur en scène du spectacle Zai 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 d'après la BD de Fred Caro, spectacle encore visible ce soir et demain soir au Théâtre Sorano. On parle de nouveautés jazz avec deux membres du trio Anticyclone, trio qui vient de sortir un deuxième album foisonnant, Beffroi qu'il s'appelle ce deuxième album. On parle enfin de la situation à la galerie photo du Château d'Eau de Toulouse qui vient de vivre, paraît-il, quelques événements agités, un euphémisme. On en parle avec Thérèse Pitt, ancienne du Château d'Eau, depuis qu'elle a refusé de travailler dans le nouveau cadre imposé par l'équipe Moudenc. Entretien préparé avec Manuel Pomar, notre monsieur art plastique dans Caramel Mou. Et puis aujourd'hui, pas de nouveauté de date semaine, mais plutôt une rubrique Je me souviens. Voix rock puissante, légèrement voilée, funk débridé, univers entre blues et rhythm and blues, énergie communicative, tel était Daniel Antoine, découvert au sein de Backstage, le groupe de blues toulousain du guitariste Paul Persson qu'il rejoint à la fin des années 70 avec ses claviers. Daniel Antoine décida ensuite, lorsque le groupe se sépare et que personne entame une carrière en solo, de rester lui à Toulouse, tout en continuant à accompagner Paul Persson pendant un moment sur scène, mais aussi à jouer avec Pierre Vassilou, alors installé au début de ces années 80 de ce côté-ci de la Garonne. Daniel Antoine imagine alors un groupe, son groupe, Marie et les Antoines, qui pendant une douzaine d'années et sous plusieurs formes va être la référence du blues et du funk à Toulouse. Marie et les Antoines, un quartet plutôt détonnant, à géométrie variable, accueillant parfois choristes et sections de cuivre, et qui jouera dans tous les lieux, dans tous les bars de la ville, dans tous les festivals de la région. La fougue, la voix habitée de Daniel Antoine, son jeu de clavier féroce et précis, il faisait merveille. Et c'est ainsi que du milieu des années 80 au milieu des années 90, Marie et les Antoines devient une des références de la scène musicale toulousaine sans jamais sortir d'album. En 1997, néanmoins, Daniel Antoine enregistre au Bikini un live à l'occasion d'une carte blanche que lui donna le festival Jazz sur son 31. L'album Hey You, sorti en 98, se fera l'écho de ce concert. En 99, après qu'un soir, sur la scène du Rex, il ait fait le bœuf avec le groupe
groupe irlandais les Commitments. Il se retrouve embauché illico, lui et ses instruments, par cette furieuse bande de dingues de Rhythm and Blues, ce qui lui permit de partir pour quelques années en tournée, mais aussi de multiplier les collaborations avec d'autres musiciens. En 40 ans d'une carrière plutôt intègre avec ses hauts et ses bas et sans aucune compromission, Daniel Antoine était devenu un incontournable de l'histoire de la scène musicale toulousaine. Au début des années 2010, on le voyait encore jouer avec The Gotha, y retrouvant notamment le guitariste Philippe Bonnet qui faisait partie de la première équipe de Marie et les Antoines. Il avait aussi monté un nouveau groupe, The Magic Band, toujours avec Philippe Bonnet à la guitare et Philippe Semama à la basse, lui continuant à composer les titres, lui a composé les titres, les chanter et jouer des claviers, et même lorsqu'il était branché à une bouteille d'oxygène comme on l'avait vu au dernier festival de blues de Cahors en juillet dernier. En même temps, Daniel Antoine continue à développer ses activités de producteur de musique, notamment pour la publicité. Daniel Antoine est donc mort dimanche dernier. Il était enterré cet après-midi à Toulouse, à Terre-Cabade. Et avec lui, c'est un peu un pan de la scène toulousaine qui disparaît. Celle d'une scène très marquée par le blues et qui voyait dans la musique une superbe façon de faire la fête avec le public au-delà des plans de carrière. En 87, Daniel Antoine sortait une cassette de Marie et les Antoines, complètement artisanale, avec étiquette intérieure collée à la main. Ce matin, quand j'ai ressorti la cassette, toutes les étiquettes sont tombées, il a fallu que je les scotche. Et on écoute tout de suite un extrait de cette cassette, 4 titres. Celle-là, essayez pas de la trouver, même au puce, je crois qu'elle n'existe pas. Daniel Antoine avec Marie et les Antoines, 1987, c'est Caramel Mou et c'est à mieux. I can't believe in my mind. I can't believe. Every day I'm sure of my faults. Try to do all I want. But other days I'm not sure of me, and I'm as far all I do. Oh, but I know I'm in my life, baby. Instead of my soul gonna close my eyes. But I know that's other people like me. Feel it, baby. Feel it, baby. I can't be living my mind when I'm happy with my soul. I can't be living my mind when I'm happy with my soul. I can't be living my mind when I'm happy with my soul. I can't be living my mind when I'm happy with my soul. It's me like it. Woo! Go back on like it. Yeah, 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 yeah. It's me like it. Woo! Go back on like it. Yeah, 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 yeah. Serious day, I'm sure of my faults. Can try to do what I want. But other days, I'm not sure of me, and I'm as far what I do. Oh, oh, oh. But I know that I'm not, baby. Set my soul gon' control my eyes. But I know that other people I meet feel it, baby. Right, right, right. I can't be living my mind when I'm happy with my soul. I can't be living my mind when I'm happy with my soul. I can't be living
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours Joe Kangourou au micro, vous êtes bien sur Radio Campus et c'est bien Caramel Mou. Manuel Pomar, on discutait pendant la diffusion de cette cassette historique. Il a fallu d'abord expliquer à Tulipe, notre jeune ingénieuse du son, ce qu'était une cassette. Elle n'en avait jamais vu de sa vie et un lecteur cassette encore moins. On a pris 40 ans là, dans la tête. Bonsoir, écoute, oui. Donc oui, avant d'être plasticien, oui. Vous avez été aussi musicien. Écoute, en même temps, quand voilà. J'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'étais chanteur-guitariste dans un groupe qui s'appelait les No Passara, voilà. Qui avait commencé un peu alternatif pour fuguer vers la noisy pop. Bon, j'avoue, on a un peu suivi l'air du temps. Voilà. Avec un groupe qui s'appelait Lucie Vacarme et Diabologum. Bon, il y avait mieux que nous. Il y avait Lucie Vacarme, j'ai réécouté l'album très récemment. Il a pas pris une ride. Le côté sonique est d'une puissance extraordinaire. Mais là n'est pas le propos de cette petite séquence nostalgie. J'ai écouté tout ce que tu as dit sur Daniel Antoine avec une pointe d'émotion, effectivement, parce que ça m'a rappelé pas mal de concerts, même si j'avais 20 ans à l'époque et j'étais un peu dans le modèle de la querelle des nouveaux contre les anciens et que j'arrêtais pas d'ouvrir ma poire au sujet de cette teinte blues qui ornait Toulouse, que je faisais partie de ceux qui voulaient amener autre chose, mais bon, c'est vrai qu'on allait voir jouer les grands et qu'ils étaient assez épatants, les gars. Quoi. Parce que c'est vrai, je ne l'ai pas dit dans le papier qui introduisait ce morceau, mais c'était aussi une bête de scène, Daniel Antoine. Oui, et j'ai des souvenirs au Cactus et dans d'autres lieux, comme les Fly and the Talks, effectivement, c'était les groupes qui jouaient en permanence un on peu savait partout qu'il allait se passer quelque chose. Et quand on les voyait sur scène, effectivement, il se passait quelque chose. Donc voilà, Daniel Antoine est mort et il reste les quelques morceaux qu'il a enregistrés. Il en reste quelques-uns, plus quelques images qui traînent actuellement sur le net. Bon, on va continuer la suite de cette émission. Zai 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 avec Paul Moulin au téléphone, c'est pas pour tout de suite. On vient juste de le joindre au théâtre Sorano. Il était en plein raccord, donc il va peut-être nous appeler pendant le courant de cette émission. Avec les gens de théâtre, c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, on reparlera de Zai 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 dans le courant de cette émission parce que, par contre, la pièce de théâtre est absolument incroyable. Donc, si on n'arrive pas à joindre Paul Moulin au téléphone, on en dira 2-3 mots dans le courant de cette émission. Et on va attaquer avec ce qui devait être à la deuxième place dans le conducteur de Caramel Mou et qui donc du coup se retrouve en tête de gondole. Anticyclone, un trio dont on parle assez régulièrement. Ici, enfin parler, c'est pas le mot, dont on diffuse assez régulièrement de la musique. Et avec nous ce soir pour parler de ce deuxième album d'Anticyclone, Beffroi, qui vient tout juste de sortir. Charlène Moura, la vocaliste et la souffleuse de ce trio, et Marek Kastalnik, le pianiste de cette formation. Le troisième, Fred Cavalin, le batteur et percussionniste de ce trio, apparu il y a 3-4 ans, et est absent aujourd'hui. Il a d'autres occupations. C'est un garçon très, 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 très occupé, Fred Cavalin. En tout cas, merci tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui. Deuxième album, Beffroi, venant après le premier Dérèglement. C'était quoi le projet de ce deuxième album et qu'est-ce qu'il fallait qu'il ait pour se démarquer du premier? Moi, quand je l'ai écouté, j'y ai trouvé beaucoup de foisonnements musicaux avec plein d'associations de sonorités qu'il n'y avait pas forcément sur le premier, d'introduction de plein d'instruments nouveaux et à trois, vous faites quand même un sacré chambard. Mais c'était quoi l'idée de départ qui a présidé à la naissance de Beffroi? Bonsoir. Eh ben, alors, nous, il n'y avait pas particulièrement de... C'est une continuité avant tout, quoi. La musique, c'est une continuité. On avait composé des morceaux pour le premier album Dérèglement qu'on a enregistré.
Pour le deuxième album, il y a une continuité de composition, mais effectivement, les choses avancent et les choses, du coup, s'amoncellent. Il y a de plus en plus de choses. Donc, effectivement, oui, il y a de plus en plus d'instruments. De toute façon, il y a de plus en plus de monde sur la planète. Il y a de plus en plus d'animaux qui disparaissent. Enfin, tout va en s'accélérant. Et il y a de moins en moins, par contre, de forêts. Et il y a de moins en moins de forêts. Vous l'avez sans doute noté. Oui, tout à fait. Et non, mais voilà, après, c'est vrai que Frédéric, il n'est pas là, en parlerait mieux que nous, parce que c'est quand même lui la caution scientifique du trio, mais c'est vrai que... L'intellectuel, c'est ça que vous voulez dire. L'intellectuel, exactement. Évidemment. Voilà, on est d'accord. Et c'est vrai qu'on était sur ce qu'on appelait le jazz climatique à l'époque, et là, on voit bien que les choses s'accélèrent. Ça n'est plus du tout de l'ordre du jazz climatique, mais totalement du jazz d'alerte. Donc voilà, dans ce sens-là, on a composé une musique, je pense, plus resserrée, plus précipitée. D'ailleurs, en témoigne un des titres qui passera tout à l'heure, je crois. Voilà, et on est sur cette ligne-là, je crois, de musique qui avance. Ouais, de là à dire que c'est de la musique réchauffée. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, mon cher Jean-Philippe, parce qu'en réalité, le jazz d'alerte en anglais se dit donc warning jazz. Ah ouais. Voilà, warning jazz. Et il y a Vincent Lasserre qui nous a soufflé l'autre jour qu'on pouvait également dire warming jazz. Voilà, warming jazz pour les non-anglophones. Ouais. Donc musique chaude. Parce que moi je suis un non-anglophone. On va écouter tout de suite un premier morceau d'Anticyclone et on continue à s'entretenir avec Charlène et Marek, deux membres de ce trio. Le premier morceau, c'est Quelle aurore. Quelle aurore.
Voilà, premier morceau du nouvel album d'Anticyclone, Beffroi, album que vous fêtiez il y a 2 jours au Métronome, et vous me disiez en écoutant ce morceau que maintenant vous le jouez 2 fois plus vite. Des morceaux comme ça peuvent avoir des évolutions aussi radicales et grandir comme on fait grandir un enfant et prendre du grade et du rythme en fonction de son avancement dans l'âge. Oui. Ah, après une question aussi longue, voilà une réponse définitive et rapide. C'est ça. Mais oui, bien sûr, heureusement, je pense qu'on fait une musique justement qui est dans le présent. On parlait de présent juste avant, voilà. Et que du coup, suivant ce qu'on va vivre sur le moment, bien sûr, ça change, ça évolue. Et puis, on est tout le temps en train de se dire « Ah ben non, mais peut-être qu'on peut gagner des points sur ce niveau-là. Peut-être au contraire, celui-là, ne pas l'accélérer. » La question des tempi, justement, dans la musique, elle est super intéressante parce qu'elle change la couleur d'un morceau. Elle transforme un morceau, effectivement, avec très peu de choses puisqu'il s'agit juste de l'accélérer ou de le ralentir. Donc, c'est... Et c'est vrai que vous avez une musique qui fait beaucoup appel à l'imagination, au rêve, au moins de la part de l'auditeur. Et c'est vrai que sur des morceaux que l'on peut, qui peuvent transparaître un peu nostalgiques, un peu, j'allais dire romantiques, même si c'est pas forcément ce qui caractérise le plus votre musique, on peut se retrouver effectivement avec des morceaux qui ne veulent plus rien dire par rapport à ces adjectifs-là parce que vous avez augmenté le ouais, ou alors je crois que tempo. Quand même il y a toujours une réflexion, j'ai l'impression, avec Anticyclone sur les morceaux et sur ce qu'on veut dire un peu quand même, dans le fond. C'est quoi notre intention de jeu, c'est quoi notre intention de composition. Donc quelle aurore, je précise, il y a un point d'interrogation à la fin. Bien sûr, il y a plusieurs jeux de mots, mais malgré tout, c'est une interrogation. Et puis il y a effectivement un côté nostalgique et puis un côté énervé, révolté. Je pense que cet album, il est en lien aussi un peu avec notre actualité, il me semble. Et dans la précipitation, effectivement, mais également dans une révolte intérieure, effectivement, un truc qui bouillonne. Et puis aussi un jeu de cloches. Marek, Charlène dit à l'instant que ce morceau a à voir aussi avec ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la musique d'Anticyclone ? Qu'est-ce qu'elle veut développer ? Qu'est-ce qu'elle veut transmettre ? Alors ça, je pense que c'est plus aux gens qui l'écoutent de le dire. Nous, on raconte des émotions, on raconte des histoires, on raconte des images, on s'inspire de musique, de films par exemple. Donc, moi, ça raconte forcément des images, mais c'est avant tout de l'émotion. On veut faire passer d'abord de l'émotion et voilà, pour moi, c'est ça la chose principale. On n'a pas quelque chose, un message ou quelque chose de précis à dire. C'est plus voilà, générer et c'est que les gens se retrouvent dans cette musique-là. C'est, je pense, peut-être la chose première qu'on essaie de faire. Racontez-nous en toute sincérité ce qu'on a envie de dire. Le dire à travers la musique est quand même pas le média le plus concret, c'est un média assez abstrait. Quand on lit un livre, on a des mots pour le raconter, on raconte une histoire, un film, il y a des acteurs qui interprètent une histoire aussi. Alors que la musique, il y a pas tout ça, il n'y a pas du tout l'image, il n'y a pas la narration, c'est beaucoup plus abstrait. Et après, il y a des codes, malgré tout. Oui. C'est-à-dire des codes, je veux dire, toi, dans l'harmonie, justement, et dans ton rapport harmonique, qui peut donner de l'ampleur aux choses, ou dans les ruptures, dans le fait de jouer fort ou de jouer doucement, ça donne quand même des codes qui sont communs à tout le monde. Et soit on les casse, soit on se joue de ça, quoi. Mais... Et ça donne en tout cas une idée du paysage qui va être développé dans le morceau qui arrive. C'est cette histoire de varier, de donner des codes, de donner quelques indications, comme un metteur en scène qui donnerait des indications à des acteurs pour jouer une scène. Alors ça, c'est sûr. Et puis sur la question en plus du répertoire d'Anticyclone, ce qui nous amuse beaucoup quand même, et qu'on retrouve plutôt en concert plus que dans en tout cas, ce travail-là a été pensé par rapport à l'album, mais aujourd'hui, on continue, et ça continue d'évoluer. C'est la manière, comment on va construire
carrément le répertoire et non pas voilà, on va commencer par tel morceau et puis ensuite on va faire tel autre. Mais comment on va faire les liens entre tout ça, c'est... Oui, d'ailleurs, quand on a joué au métronome l'autre jour... Donc c'était mercredi dernier. Voilà, mercredi. On a deux morceaux qui commencent, et puis ensuite on a une partie où il est vraiment très longue, où tout s'enchaîne en fait. Il y a quasiment 5 ou 6 morceaux, ou peut-être même 7 qui s'enchaînent les uns aux autres. Et en sortant, il y a une spectatrice qui me demande, mais est-ce qu'on aurait eu le droit d'applaudir entre les morceaux? Et moi je lui disais, mais bien entendu, nous on crée ce truc où il n'y a pas de possibilité vraiment d'applaudir si on est très poli et tout ça, et c'est quelque chose que je comprends, peut-être moi j'oserais pas non plus applaudir, mais en même temps je trouve que l'applaudissement et la possibilité que le spectateur participe lui aussi à la musique en applaudissant, et ben c'est justement quelque chose moi j'aime énormément ça, même si la musique continue, quoi. Vous parliez d'images cinématographiques, et c'est vrai que la musique qu'on écoute dans Anticyclone, c'est une musique qui effectivement, je le redis, fait beaucoup appel à l'imagination de l'auditeur et qui renvoie à des images, et il y a des choses qui renvoient à des scènes de films, mais le cinéma c'est quelque chose qui vous intéresse aussi avec Anticyclone. J'ai cru comprendre que vous étiez aussi l'auteur d'une bande son pour un film qui a bercé, alors là, mon enfance, c'était dans les années 60, ça nous rajeunit pas, c'était systématiquement le film que les instits nous faisaient voir tous les ans à Noël, lors de la fête de Noël qui marquait la fin de l'année scolaire. Le Ballon Rouge, film très poétique, un petit garçon parisien qui lâche son ballon, il se retrouve en Chine, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Alors, il se retrouve en Chine, c'est dans le 2e épisode, je crois. Dans le premier, il reste à Paris. Il reste à Paris. Et quelle idée pourquoi ce film, mais quel intérêt à refaire des bandes de son pour des films comme ça autour d'un ciné-concert? Alors l'origine, surtout que là, c'est pas un film muet. Non, mais c'est quasiment muet. Ouais, il y a quelques phrases, mais l'origine, c'est une commande. Oui, de la fête de l'image. La fête de l'image, ils ont fait un appel à projet et on a pensé à ce film-là. Donc de 65 ou 66, hein? Non, 54. Ah, 56, pardon. Ah oui, ouais, 56. Et on trouvait justement que dans ce rapport très simple à raconter une histoire assez simple avec très peu d'éléments, presque de l'abstraction, hein. Le fil narratif, il est vraiment ténu, quoi. On trouvait que ça correspondait bien. C'était uniquement des émotions. C'est un film qui est vraiment basé sur des émotions, la peur, la joie, la promenade. Bon, la promenade, c'est pas vraiment une émotion, mais bon, bref, on peut être ému en promenade quand même. Et je pense que voilà, ça nous a. Puis à la fin, il y a vraiment, ça devient très très fort, ce qui se passe. Cruel. Et du coup, on a trouvé que que la musique qu'on faisait correspondait bien à cette image. C'est une autre façon de concevoir les compositions avec déjà un support d'image. Oui, mais jamais. Là, on a une image et on compose pour l'image, mais quand on compose d'autres morceaux, c'est autre chose qui se passe. C'est pas vraiment des images qui viennent. Et il y a des influences, moi par exemple, qui me viennent quand je compose, qui sont directement liées à des compositeurs de musique de film, ça c'est sûr, comme Ennio Morricone ou d'autres. Mais c'est pas tant qu'il y a une image qui nous vient, mais non. En tout cas pas précise. C'est encore une fois plus une sensation. Et on a un morceau par exemple qu'on a intitulé Caillou. Dans le premier album, parce que en le jouant, ce morceau, tout ce qu'il avait, c'était ce mot-là qui est venu, par exemple. Et donc, un caillou, oui, c'est une image. Et bien sûr, il y a tout le jeu autour des titres qui nous amuse, bien sûr. Oui. Et ça, donc, à voir avec Anticyclone, mais c'est vrai que dans le premier, il y en avait quelques-uns, et puis dans le deuxième, ça commence par la fonte. On pense effectivement à la fonte de la calotte glaciaire, mais il y a des choses. Nuage tambour, c'est un morceau magnifique, une idée magnifique, un nuage tambour avec un
morceau de 1 minute et demie, qui est que percussion. Et c'est vrai que ça fait des créations assez poétiques. Et bien déjà, dans le premier album, il y avait des saisons. Donc saison de feu, saison d'air et saison de glace. Là, pour ce nouvel album, c'est effectivement des nuages. Ce sont des solos en fait. Ouais. Des moments où il n'y a qu'un seul instrument qui joue effectivement. C'est parti d'un gag anticyclone et finalement ça définit bien votre façon de concevoir ce répertoire-là, non ? Ou alors le gag est venu après. Ah, est venu après. À la base, on était plutôt sérieux quand même. J'ai retrouvé une affiche, une des premières affiches de Anticyclone où on était tous les deux avec musique atmosphérique. Et nous étions dans les nuages et nous étions assez sérieux. C'est quand Frédéric est arrivé finalement. Ah ouais, que ça a commencé à partir en vrille. Pourquoi ce nom-là ? Alors, de mémoire, on avait envie de quelque chose qui soit à la fois lumineux, comme un anticyclone, mais voilà, c'est le beau temps, il y a quelque chose de très solaire, mais avec le fait que ce soit anti et que ça évoque antisocial, et effectivement la chanson de Trust, qui est ces deux rapports-là, être contre quelque chose, mais avec quelque chose de positif. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça, et après, il y a vraiment cette idée de musique climatique pour de vrai par rapport à cette sensation qu'on a quand on est assis au bord d'une fenêtre et à regarder la pluie qui tombe. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en écoutant les suites pour violoncelle de Bach, par exemple. Et pour moi, c'est de la musique, du coup, qui devient de la musique climatique. Et on a eu envie que ça soit une marque de fabrique, entre guillemets. Enfin, en tout cas, que ce soit un leitmotiv, quoi. Avec l'idée d'anticyclone, il y a toujours l'idée de dépression derrière. Oui, souvent, oui, cette rupture. C'est ça. Quand même. La nouveauté avec cet album, c'est que vous le sortez sur un label qu'ici on adore, le label de Laurent Rochelle, Linoleum. Comment en êtes-vous arrivé à être contacté par Laurent, ou c'est vous qui l'avez contacté, mais comment êtes-vous arrivé à Linoleum ? Laurent, c'est un ami déjà de Frédéric. Donc c'est vrai que c'était en lien avec Frédéric qu'on a eu contact avec Laurent, qui nous a soutenus et qui fait preuve de beaucoup de sensibilité également pour par exemple avoir vraiment bien écouté notre album et avoir fait des retours sincères et sensibles. Du coup, voilà. Oui, puis on aime sa musique, on se trouve une affinité avec lui. Et puis, pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on avait envie, par rapport au premier album, de faire un petit pas en avant, donc d'être avec un label. Mais c'était vraiment le... Et Laurent Rochelle, qui, dans ses compositions, au moins sur celles qu'il fait pour ses projets solo, puisqu'il a quand même, je crois, commis 4 ou 5 albums solo, est très, lui aussi, inspiré par les images et développe une musique qui justement donne à imaginer plein de paysages et plein d'images. Et d'ailleurs, c'est plutôt drôle quand on est arrivé, quand t'as vu l'album, qu'est-ce que tu m'as dit par rapport au dessin ? J'ai dit, tiens, on dirait une pochette des albums de Linoleum. Et effectivement, en retournant, je me suis dit, ah ben ouais. C'est la même graphiste. Voilà, qui s'appelle Brenda. Voilà. Et je me suis dit, il y a écrit Linoleum. Effectivement, ils ont changé ils ont trouvé une boîte de diffusion. Laurent Rochelle, qui, entre parenthèses, sera bientôt notre invité pour ses nouveaux projets, puisqu'il va en sortir 2 ou 3 d'un coup. Et qui joue ce soir d'ailleurs à Millau. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais on va peut-être pas l'annoncer tout à l'heure parce qu'on n'a pas le temps d'y aller, quoi. Oui. Donc ça sert trop à rien. Et puis juste un dernier mot quand même, parce que voilà, le nouvel album, c'est aussi l'introduction de nouveaux instruments de musique. Oui. Et donc du coup, bien sûr, les tablas. Voilà. Je parle parce que pour Fred Cavalet, n'est pas là quand même. Mais entre-temps, il a découvert les tablas et il en met partout. Et il en joue ce soir d'ailleurs. Et je crois que ça fait plus longtemps ça qu'il en joue des tablas. C'est quand même un instrument qui demande
voilà. Un apprentissage assez long. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est quelque chose qui le suit depuis très longtemps. Et du coup, ça lui tenait à cœur aussi de pouvoir l'introduire dans votre musique. Dans cette musique-là. Et nous, on a beaucoup apprécié ça. Et puis après, le fifre aussi, un instrument traditionnel Superbe solo de fifre, entre parenthèses. Ah, super. Vraiment, c'est étonnant qu'avec un si petit instrument, on puisse arriver à faire autant de choses. C'est le fifre, c'est un héritage, un souvenir de votre passage par Uzès? Non, pas d'Uzès, mais à côté. À côté, il y a Saint-Pierre-d'Auriac, donc qui est une ville où et puis Gans aussi. Attends, disons-le. Moi, je viens de Bazas. À côté, il y a un petit village qui s'appelle Gans. C'est le renouveau du fifre, la ripata oulaire, la musique traditionnelle qui suit donc toutes les fêtes traditionnelles. Et puis après, le passage à Saint-Pierre-d'Auriac où il y a un festival, le festival des fifres de Saint-Pierre-d'Auriac, le dernier week-end de juin. Qui est un festival qui m'a marqué, bien sûr, et puis une énergie belle, pleine d'humanité, que je conseille, et qui mêle et qui métisse le fifre à d'autres instruments. Et voilà. Bazas, un peu au nord de Bordeaux. Au sud. Au sud de Bordeaux? Oui, c'est ça. À 1 heure au sud de Bordeaux, quoi. Limite les Landes, à côté du Zest. Voilà, c'est ça, effectivement, juste à côté. Bon, très bien. Donc, la suite pour vous, les concerts commencent... Alors, le Ballon Rouge, justement, la semaine prochaine, vendredi 17, à l'occasion d'ailleurs de la sortie de l'album, puisque l'album sort officiellement vendredi prochain. Le 17. Et le lendemain, on sera au tout premier festival de jazz d'Albi, à la scène nationale. Il y a une très très belle programmation, je dis ça en toute humilité. Mais voilà, il y aura également Léla Martial, Vincent Perrani, la veille, il y aura Henri Texier, je crois, je ne sais plus, quintet. Et voilà, nous y serons le 18. Le 18, donc samedi prochain, et après nous, il y aura Lucky Peterson. Ah oui, voilà, qui fait guitariste blues lui aussi. Voilà, et qui fera du jazz ce soir-là. Il a décidé de faire un répertoire jazz, et donc voilà, nous, on sera là la semaine prochaine. Et on sera accompagné par Martin Martin. Tout à fait. Notre sonorisateur. Voilà, avec qui on travaille depuis quelques temps, et avoir un sonorisateur, c'est vraiment un plus incroyable. Voilà, donc Anticyclone était venu nous parler de leur deuxième album, ça s'appelle Beffroi. Charlène et Marek, merci d'être venus dans cette émission. Vous le disiez, l'album sort la semaine prochaine, vendredi prochain, donc il y a des chances qu'il se retrouve comme nouveauté de la semaine, quoi. En attendant, on va écouter un deuxième morceau, c'est Précipitation. On reste toujours dans le champ des bulletins météo. Ne vous précipitez pas pour écouter cet album, parce que cet album, il s'écoute sur la longueur. Il faut l'écouter jusqu'au bout. Et il y a des passages absolument, j'allais dire, féeriques, parce que c'est bien de ça quand même qu'on parlait. On parle de rêve, on parle d'imagination, et à un moment donné, on a des univers assez féeriques qui apparaissent. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de cette musique. Donc, Beffroi, sorti sur le label de Laurent Rochel, Linoléum. On écoute tout de suite Précipitation et on passe à la suite juste après.
marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Le monde étant ce qu'il est, complètement réseauté, je fais comme tout le monde, et moi aussi, je suis sur Facebook. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un petit texte qu'avait écrit Manuel Pomar, actuellement sur ma gauche, Manuel Pomar, plasticien toulousain, qui vient nous parler régulièrement d'expositions et de l'actualité art plastique à Toulouse, directeur aussi d'une galerie d'art contemporain, lieu commun à Toulouse. Et donc ce papier concernait la galerie du Château d'Eau, en disant qu'il y en avait marre de cette façon de traiter les artistes, les gens qui étaient impliqués dans des projets artistiques et culturels, et se désolant de la façon dont ils étaient traités. Du coup, coup de téléphone, Manuel, est-ce que tu peux me parler de ce problème dont je n'ai quasiment jamais entendu parler depuis 1 an et demi, même si je me souviens en avoir fait un édito il y a déjà 1 an, au début de ce qui allait devenir cette histoire autour du Château d'Eau, c'est-à-dire, en la résumant rapidement, comment la mairie de Toulouse reprend à son compte le travail culturel autour de la photographie fait par l'équipe du Château d'Eau depuis des lustres. Manuel, un peu plus d'informations avant d'écouter Thérèse Pitt ici présente. Donc, pour nous dire un peu comment elle a pu vivre ce changement de l'intérieur. À nouveau, oui, bonsoir. Oui, j'ai dû poster, oui, effectivement, à plusieurs reprises des commentaires virulents au sujet de ce qui était en train de se dérouler, et surtout là, pendant la trêve des confiseurs, les vacances de Noël, j'ai relayé un post de Thérèse Pitt. Alors Thérèse Pitt est artiste, travaillait au Château d'Eau. Nous avons été collègues au sein d'À la plage, qui était l'association qui a précédé Lieux communs, et surtout LP le collectif, avec sa réalité qui n'existe pas. Et au sein du Château d'Eau, tous les postes, que ce soit de la documentation jusqu'à la personne qui font le ménage, sont pris en charge par des personnes qui ont un lien avec la photographie, qui sont artistes, auteurs. Et ça, c'est ce qui fait l'identité d'une association, ce qui fait l'identité d'un lieu. Et d'un projet. L'esprit des lieux, voilà. L'esprit des lieux, c'est pas qu'un directeur artistique. Effectivement, moi, je suis directeur artistique, mais je sais bien que je ne suis pas la seule personne qui fait l'esprit des lieux, de lieux communs, par exemple. Et le Château d'Eau, malheureusement, là, je parle au passé. On est obligé de parler au passé. C'était ça, c'était ce lieu incarné par cette dizaine de personnes employées là par l'association qui ont fait que les Toulousains, depuis plus de 30 ans, ont cette culture de la photographie et de l'image, parce que c'est un véritable lieu pionnier de la photographie en France. Thérèse en parlera mieux que moi au niveau de l'historique. Et particularité... On est avec la photographie et d'autres, on va dire, d'autres genres, parfois malheureusement dans des chapelles. Et moi, je me complais toujours à dire que, par exemple, le street art n'existe pas, l'art numérique n'existe pas, l'art contemporain n'existe pas, la photographie n'existe pas, il n'y a que l'art. Ce serait heureux que l'on considère les choses dans leur ensemble, surtout en ces temps de lutte aussi où nous devons nous réunir. Et justement, le Château d'Eau, lieu photo, fait toujours partie là du réseau Ping-Pong, réseau des lieux d'art contemporains de la métropole toulousaine, et d'Air de Midi, réseau des lieux d'art de la région Occitanie. Donc le Château d'Eau a été inscrit dans son temps, tout en programmant l'histoire du médium dont il traite, et voilà ce qui en fait un lieu à la fois dans l'innovation, mais un lieu aussi de transmission de savoir et d'histoire. Voilà. Et le fait que ce lieu passe en régime municipal, alors bon, ça c'est point de vue personnel, bon, que je partage, je veux dire, j'avance rarement masqué, hein.
le paysage toulousain, depuis quelques années, ne va pas, en tout cas celui des arts visuels, peut-être que dans d'autres secteurs, les choses se passent peut-être un peu mieux, mais Toulouse a toujours eu un problème avec les arts visuels. Je ne sais pas, on pourrait analyser ça, mais ça me paraît assez complexe. Il y a eu quelques articles sur le sujet, mais j'ai jamais été réellement convaincu par les points de vue. Mais en tout cas, il y a la galerie M a fermé. Mixart Myris attend des travaux depuis bien longtemps maintenant. L'espace Croix-Baragnon est devenu nomade. Et même si leur programmation nomade est fort intéressante, je pense qu'on a besoin de lieux, où on se retrouve. Le château d'eau, l'avenir est inconnu. Les abattoirs, il y a un gros problème social, on va dire, un problème entre les salariés et la direction. Le BBB aussi, une direction intermittente, c'est pas un signe de bonne santé. Ils vont bientôt déménager. Et lieu commun, là je l'annonce ce soir, mais n'en parlons pas. C'est pas pour ça, mais il faut bien que je le dise. En raison de la pression immobilière, de la gentrification du quartier Bonnefoy, voilà, notre lieu va être vendu, on doit déménager. Et déménager aujourd'hui à Toulouse, au vu des loyers, ça paraît fort compliqué. Demandez à Olivier Cussac, il en sait quelque chose, lui, le patron de Condorcet, qui va être aussi victime des travaux faits du côté de la gare à Matabio. Donc tes eaux, ça bouge bien. Ouais. Donc voilà, le château d'eau, on l'aura compris, vit une crise depuis quelques années. Avec nous, Thérèse Pitt, pour revenir un peu sur ce problème. 2-3 mots d'abord sur qu'est-ce que c'était le château d'eau, puisqu'on l'aura compris aussi, on va désormais parler du château d'eau à l'imparfait, en attendant que la nouvelle équipe en fasse autre chose. Eh ben, le château d'eau, bonsoir d'abord. Donc le château d'eau, c'est un lieu de photographie qui est le premier à ouvrir en France et quasiment en Europe au milieu des années 70. Quasiment juste avant ou après, je sais plus, la création des rencontres d'Arles. Donc c'est cette nouvelle idée de la photographie qui devient une photographie d'auteur et plus une photographie de club photo ou de photo de presse. C'est-à-dire qu'on considère à ce moment-là la photographie comme un art, même si elle ne l'est pas encore. Et donc le château d'eau ouvre en 1974 avec la première exposition de Robert Doisneau, encadrée sur des cimaises, non c'est la brique, mais qui est quand même, c'est une exposition. Et qui est mis en scène, oui. Qui est mis en scène avec un travail de commissariat qui est fait par Jean Dieuzède, qui est l'instigateur de ce lieu. Il est photographe, mais il est visionnaire, c'est-à-dire qu'il crée un lieu où on va montrer la photographie comme un art, avec des auteurs, une photographie historique, mais aussi une photographie émergente, avec des jeunes photographes. Et donc, il a un peu cette vision qui existe aujourd'hui du centre d'art, puisqu'il il monte des expositions temporaires, qu'il produit aussi. Il y a des catalogues qui sont édités, il y a un fonds qui est créé pour que chaque exposition, il y a des œuvres qui rentrent dans le fond du château d'eau. Et très rapidement, au début des années 80, il crée également un centre de documentation consacré à la photographie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, en dehors d'être photographe, son œuvre, c'est vraiment créer ce lieu pour les photographes et la photographie, et aussi pour le public, afin de sortir un peu la photo de la presse ou du club photo dans les MJC qui vont voir le jour après, un peu plus tard. Et on l'aura compris avec ce que disait Manuel tout à l'heure, l'ensemble des gens qui travaillaient au château d'eau avaient à voir aussi avec le monde de la photo et de cette pratique artistique. Alors, moi, ça faisait presque 13 ans que je travaillais au château d'eau. Et donc, quand je suis arrivée comme assistante de direction, c'est vrai que petit à petit, il y en avait déjà certains, notamment le directeur qui venait vraiment de la photographie aussi, qui était photographe. Donc ça a été de faire venir des gens qui avaient un lien avec le médium de la photographie, ou au moins les arts visuels,
ou les auteurs, donc même les agents d'accueil du château d'eau. Il y en a quelques-uns qui sont restés là avec la nouvelle configuration, mais qui sont, pour qui c'est un investissement, pas que... c'est pas qu'un salaire, c'est-à-dire qu'il y a un investissement aussi dans le fonctionnement et dans la vie de ce lieu-là. Et qu'est-ce qui fait que tout ce choix éditorial, ce parti pris de fonctionnement est foulé au pied par le nouveau projet de reprise du château d'eau initié par la mairie de Toulouse? Alors, fondamentalement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Pourquoi la mairie a voulu quasiment presque au début du mandat reprendre le château d'eau. Donc au début du mandat de M. Moudenc. Oui. Pourquoi ils ont eu cette idée parce qu'au départ, là, c'est une reprise en régie directe. Mais la formule de départ, c'était une délégation de service public, donc c'est privatisé, donner au privé un lieu qui a des missions de service public. Pourquoi ça, je ne peux pas répondre à leur place. Mais en tout cas... Mais en quoi ce projet-là allait à l'encontre de ceux qui avaient été développés par Jean Dieuze au départ et avec toutes les équipes qui ont suivi après ? Franchement, je sais pas. C'est pour moi, c'est un peu le trou noir de cette histoire. C'est pourquoi à un moment donné, on n'a pas mis tout le monde autour de la table pour discuter. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que le château d'eau, quand il est créé, il est municipal. Et puis, très rapidement, Jean Dieuze n'est pas content puisque l'argent qui rentre au château d'eau ressort dans la régie municipale, donc il n'en voit pas la couleur. Et donc, au début des années 80, on lui dit « Ok, vous prenez votre association Les Amis du Château d'eau, le château d'eau devient associatif. » Et nous, en tant que municipalité, on va payer une subvention de fonctionnement et ce qui rentrera en billetterie, en vente de cartes postales, vous vous en servirez pour les missions artistiques. Et donc, c'est un lieu qui a toujours eu ce statut un peu étrange. Et vis-à-vis des Toulousains, le château d'eau est municipal. Et d'ailleurs, si on fait des recherches sur les pages jaunes, par exemple, c'est toujours marqué « Galerie municipale du château d'eau ». Voilà. Et donc, pourquoi la mairie a voulu... reprendre les choses à son compte ? Reprendre les choses à son compte, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'est fait de façon totalement violente. Au moment de la délibération du conseil municipal de décembre 2018, où est censé être votée la DSP, la délégation de service public, l'association et son directeur sont traités de mauvais gestionnaires, de malhonnêteté intellectuelle, de mensonges. Ça fait un peu mal. Et on dit en même temps, mais l'association pourra postuler à cette DSP, il n'y a pas de problème. Bon, on imagine bien qu'ils n'auraient pas été retenus sur le projet. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous avez décidé de ne pas continuer à travailler au château d'eau dans ce cadre-là imposé par la mairie ? Alors moi j'ai décidé, alors il faut savoir qu'on était 12 salariés au château d'eau, tout confondu, du directeur jusqu'à l'agent d'entretien. Normalement, des salariés du privé qui sont repris par une municipalité, ils ont plutôt tendance à accepter, puisqu'on sait très bien que le marché du travail est quand même assez compliqué. Et donc, sur 12, on est 6 à avoir refusé, la moitié. Et donc, pour ma part, en tout cas, j'ai refusé parce que on m'a proposé des conditions de reprise qui, pour moi, n'étaient pas acceptables, avec un cadre d'emploi au minimum, c'est-à-dire dans la fonction publique, ça va de C à A. Moi, j'étais C, avec un salaire qui n'était pas, pour moi, correct. Et puis, une façon de... Enfin, voilà, il y a eu je pense dans le service des ressources humaines, on était plutôt une ressource qu'un humain. Et donc pour moi, voilà, pour moi, je suis artiste, je suis travailleuse de l'art depuis très longtemps maintenant.
Et j'imagine pas... pour moi, mon travail, c'est vraiment d'accompagner les artistes, les auteurs, la création artistique et l'éducation au public. Et donc, ce qu'on me proposait, pour moi, c'était pas acceptable. Et ça n'allait pas dans ce sens-là. Manuel, deux mots pour finir. Ouais, 2 mots. On arrive juste à la fin de cette émission. C'est depuis la grande idée d'Ayagon de présenter le mécénat comme ce qui allait sauver la culture, parce que la culture, c'est comme la santé, comme l'éducation. Ça a besoin de service. Oui, mais c'est un service public. Qui génère pas toujours des fonds et des moyens, des bénéfices, mais bon, depuis qu'on est passé à cette politique du bon père de famille où tous les budgets doivent être à l'équilibre, donc c'est comme ça qu'on peut liquider l'hôpital, liquider l'enseignement et la culture aussi, et là on est sur ce chemin-là, c'est-à-dire que maintenant il y a des musées où vous rentrez dans le musée, vous êtes étonné que dans la grande salle qui vous accueille, il n'y ait aucune œuvre. Pourquoi il n'y a aucune œuvre ? Parce que cette salle, c'est une salle à louer. Elle est louée par des entreprises pour la sortie de tel ou tel produit ou pour fêter je ne sais quoi. Donc, plus la peine d'y montrer d'œuvre. Ça demanderait trop de boulot de les bouger lorsque c'est loué. Donc voilà, les musées sont en train de devenir des succursales du privé. Il semblerait que... politiquement, ce soit une solution pour la culture. Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'on est en train réellement de mettre à mal ce qui fait le sel de la vie, que ce soit l'art, la musique, ce qui nous nourrit, ce qui fait de nous des citoyens conscients. Et voilà, donc il faut que nous soyons très attentifs à ça et que nous résistions. Et que l'on reste très combatif, voilà. Comme ce fut un peu le cas hier. Oui, c'est pour ça que j'ai plus de voix. Et hier, pendant la manifestation toulousaine. Thérèse Pitt, merci d'être venue nous parler de cette situation au Château d'Eau. Le Château d'Eau qui va quand même réouvrir avec des expos à venir. On ira voir un peu à quelle sauce ils sont mangés et nous sommes mangés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Château d'Eau, première époque, a terminé son histoire et la deuxième est à écrire et apparemment elle s'annonce et elle commence pas sous les meilleurs auspices. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler ce soir. L'émission s'est quasiment terminée. Simplement une proposition de 3-4 concerts à écouter ce soir. Képar par exemple ce soir de l'Afro Blues à la Candela à 20h30, 13 et Luz et Anna de l'électropop à 20h à Métronome, Donna, ça c'est du foro, de la musique brésilienne au Chouss à partir de 20h, le duo Étienne Manchon et Jeanne Le Goff, piano-violon pour un concert classique à l'itinéraire bis. Le concert c'est concert classique et vin chaud, ça va être assez formidable. 20h30 le début de ce concert. Yuzan du jazz métissé au Taquin à 21h, scène ouverte jazz à Maison Blanche à 21h, Jehan et Lionel Suarez au Bijou à 21h30 et puis à la CAFPO, Hervé Subiette, Lucas Lemoff et Philippe Ivron, Ma chambre voyage, nouveau spectacle où on pourra peut-être écouter ce morceau et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même adresse. Le grand-père, on peut dire qu'il a été heureux. Il a pris le bon côté des choses. Les dernières années, il les a passées à sculpter de la vigne sur les buffets et les chaises, à se balader avec les gosses, faire de bons petits plats, aller voir le lever de la lune au-dessus des genêts. Jamais une réflexion désagréable, jamais un regard malveillant. Tu arrives chez lui à n'importe quelle heure, il ouvrait une bouteille de bon vin, une boîte de foie gras et allez donc, qu'est-ce qu'on riait avec lui.